Nous passons à un autre thème, déjà, le troisième thème de ce débat, les politiques sociales. Mise en contexte des questions, Emmanuel. Ce thème-là, c'est peut-être un des domaines où les Québécois ont eu droit à certaines des promesses les plus spectaculaires. Il faut le rappeler, santé-éducation, c'est 70 des dépenses de programme. Les enchères, on dirait, continuent de monter. Gratuité scolaire, réformer le système d'éducation, réduire encore l'attente aux urgences, que chaque Québécois ait son médecin de famille. À vous écouter, vous dites pouvoir régler dans ce mandat-ci des enjeux sociaux dont on parle au Québec depuis plus de 15 ans, finalement. Je vous demanderai à tous, à la lumière de vos propres bilans passés, pour essayer de les régler, ces problèmes-là, pouvez-vous démontrer aux électeurs que vous avez les moyens de vos ambitions, finalement? Monsieur Legault, peut-être plus spécifiquement à vous, parce que c'est vous qui avez promis que chaque Québécois va avoir son médecin en 1 an. Vous avez répété à plusieurs reprises que c'est faisable. Qu'est-ce qui arrive si dans 1 an, chaque médecin n'a pas son Québécois? Qu'est-ce qui arrive à votre médecin de la santé s'il ne réussit pas? Non. D'abord, il y a 8 000 médecins de famille au Québec pour 8 millions d'habitants. C'est un ratio là, qui est en deçà de ce qu'on a dans la plupart des pays en Europe. Oui, si on organise bien nos affaires, en 12 mois, chaque Québécois va avoir son médecin de famille. Et j'ai la meilleure personne, la plus déterminée pour faire ça, c'est le docteur Barrette. Mais pour être capable d'y arriver, parce que ça va prendre du volume additionnel, il faut être capable de trouver les ressources nécessaires. Et on est le seul parti qui dit on va réduire les honoraires des pharmaciens, on va réduire la consommation de médicaments, on va abolir les agences de santé. On est le seul parti qui a le courage de faire les ménages dans les dépenses. C'est comme ça qu'on va donner un médecin de famille, c'est comme ça qu'on va investir dans les services directs et Merci, en santé et en éducation. Madame Marois. Alors, moi, au lieu de jouer dans les structures, on va s'occuper de notre monde. On va prendre soin de nos aînés. On va prendre soin de nos enfants et de nos familles. La priorité pour moi en santé, c'est de m'assurer que les personnes âgées en perte d'autonomie vont avoir accès à des services, des soins à domicile. M'assurer que nos enfants vont avoir accès à une place dans les services de garde. Monsieur Legault vous parle encore une fois d'une espèce de pensée magique. En 1 an, tous les Québécois vont avoir accès à un médecin de famille. Moi, je promettrai ça. Je ne promettrai pas ça aux Québécois. Mais je prends l'engagement, cependant, qu'en cours de mandat, de fait, on pourra avoir accès à un médecin de famille. En fait, M. Legault fait la même promesse que M. Charest. 2003, fini les urgences. 2012, un médecin pour tout le monde. C'est pas possible, Merci, madame. Merci, Mme Marois. M. Charest. D'abord, c'est pas la même chose que M. Legault. M. Legault et son porte-parole ont déjà été contredits par le président de la Fédération des omnipraticiens, des médecins de famille du Québec. Il en manque 1000 médecins de famille au Québec. Il en manque 1000. Alors, ces gens-là le disent clairement. Pourquoi il en manque 1000? Parce que M. Legault, avec Mme Marois, ont passé la scie à chaîne dans le système de santé quand ils étaient là, puis ils ont mis des médecins à la retraite et des infirmières et des techniciens, et nous en payons encore le prix aujourd'hui. C'est assez suave pendant la campagne de voir M. Legault attaquer les médecins de famille. Mme Marois, l'autre jour, attaquait les médecins spécialistes, alors que nous, depuis les 9 dernières années, on répare leurs dégâts et on s'attaque aux problèmes de la santé avec des vrais résultats. Et Mme David, là-dessus, sur les mêmes thèmes? Oui, mais M. Charest, ce que vous faites aussi, c'est d'introduire de plus en plus de privés dans la santé. Il y a combien de gens en ce moment, là, non seulement qui n'ont pas accès à un médecin de famille, mais qui ne sont pas capables d'avoir des traitements dans les délais requis, ce qui fait que les gens se tournent vers le privé, qui se développe à vitesse grand V. Ils paient donc des impôts qui vont largement à la santé, et puis ils paient en plus une deuxième fois quand ils s'en vont dans le privé. À Québec solidaire, ce que nous pensons, c'est non seulement qu'il faut un médecin de famille pour chaque Québécois, puis ça, je sais bien qu'on va tous le dire, mais il faut faire plus que ça. Il faut que ça soit les services de santé de première ligne qui retrouvent leur pleine place au Québec, du maintien à domicile, bien sûr, et d'aller dans le public, des résidences publiques, des centres à la petite enfance publics. Il faut laisser de côté le privé. Merci. Merci, Mme David. Donc, vous avez exposé vos arguments, là, chacun votre tour sur la question des politiques sociales. C'est le moment des face-à-face 2 par 2. Monsieur Legault, Mme David. D'abord, Monsieur Legault. Bon. D'abord, je voudrais peut-être juste, avant de vous poser une question, dire que M. Charest est un peu mêlé parce qu'il me dit que j'ai fait des coupures. Je suis arrivé en politique à la fin 98. Ça a tout été fait avant les coupures. Ouais. En tout cas, il est mêlé, c'est son problème. C'était votre gouvernement, quand même. Oui, mais je n'étais pas là. Donc, quand même. Mais je veux vous poser une question, Mme David. Vous avez entendu M. Charest dire qu'il manque 1000 médecins au Québec. Dans un débat, il y a quelques jours, Amir Kadir était d'accord avec le Dr Barrette pour dire
on peut en demander un peu plus à certains médecins de famille pour qu'ils prennent en charge plus de patients. D'abord, pensez-vous qu'on a assez de médecins au Québec? Est-ce que vous pensez qu'avec 8 000 médecins de famille, on pourra avoir 8 millions d'habitants qui ont un médecin de famille? Et pensez-vous de façon générale qu'il y a des gains d'efficacité à faire dans les réseaux publics au Québec? Il y a sans doute des gains d'efficacité à faire, mais M. Legault, le problème, c'est qu'abolir des structures, là, ça ne règle rien. Je pense à l'éducation. Vous voulez abolir les commissions scolaires. Bien, c'est bien beau, ça. Mais alors, qui va s'occuper de toute la coordination du transport scolaire en région? Est-ce qu'il y a assez de médecins de famille? C'était ça ma question. Bien, vous aviez deux questions parce que vous m'avez parlé aussi des gains d'efficacité. Je vous réponds à la deuxième. Je vais arriver à la première. Laissez-moi une petite chance. Donc, pour ce qui est de la deuxième, moi, je pense que quand les tâches demeurent les mêmes, on a beau abolir des structures, on ne fait pas d'économie. Quant aux médecins, je pense qu'on pourrait augmenter légèrement le nombre de médecins de famille, mais rappelez-vous que ce n'est pas seulement une question de nombre, là, la question des médecins, c'est que s'ils passent 20, 30, 40 de leur temps dans les hôpitaux, évidemment, ils ne peuvent pas le faire dans les cabinets. Donc là, il y a certainement une réorganisation à faire. Mais nous, à Québec solidaire, nous essayons de travailler en amont. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre la pauvreté, avoir des logements où l'air passe pas tout le temps et où les gens ne tombent pas malades. Il faut que les aînés puissent rester à domicile, mais avec des services à domicile. Ça veut dire injecter beaucoup d'argent dans les soins à domicile. Il faut des résidences publiques où le personnel est bien formé, bien payé, bien encadré. Et ça fait des personnes âgées qui vont se retrouver moins à l'hôpital. Donc, je pense qu'à votre question, il faut répondre en fait que la question des médecins de famille, c'est une infime part de toute la question du système de santé. Travaillons pour tenter que les gens tombent moins malades, pour commencer. Et lorsqu'ils seront malades, bien sûr, il faudra qu'ils voient un médecin de famille. Seriez-vous d'accord pour modifier la rémunération des médecins de famille? Vous savez, actuellement, la majeure partie de la rémunération, c'est à l'acte. Dans d'autres pays ou d'autres provinces, on a un forfait pour une prise en charge. Donc, est-ce que vous seriez d'accord? Nous, on propose que la moitié de la rémunération, on la donne aux médecins lorsqu'ils prennent en charge leurs 1000 patients. Seriez-vous d'accord avec cette modification-là? On est d'accord à le regarder, mais encore une fois, M. Legault, à notre avis, ce n'est pas par là qu'il faut prendre la question de la santé. Il faut la prendre en amont. Il faut regarder la question des médicaments aussi. On reviendra plus tard. Oui, alors votre échange est déjà terminé, mais M. Legault, vous le poursuivez avec Mme Marois, qui prend d'abord la parole là-dessus. Merci, Mme Dussault. Alors, M. Legault, en fait, vous faites exactement le même engagement qu'a pris M. Charest en 2003. En 2003, M. Charest nous a dit une chose. C'est fini l'attente dans les urgences. Demain matin, il n'y en aura plus. Regardez-moi dans les yeux, M. Bureau. C'est ça qu'a répondu M. Charest. On attend 1 heure de plus dans les urgences, 10 heures de plus dans les Laurentides. Et là, ce soir, ce que vous nous dites, vous, fini. Nous aurons accès à un médecin de famille dans la première année du mandat. Vous avez été ministre de la Santé, M. Legault. Il me semble que vous devez bien savoir de quoi vous parlez, mais à soir, je n'ai pas cette impression-là. Bon. C'est de la pensée magique. Okay. Si vous pensez... Je vais juste terminer. Si vous pensez que payer plus les médecins de famille, peut-être qu'il faudrait payer plus, est-ce que ça va leur donner 1 heure de plus pour soigner les malades? Nous, ce qu'on propose, c'est réaliste, ça a du bon sens. On ne ment pas aux Québécois. Et à la fin du mandat, ils auront, oui, accès à un médecin de famille. Okay. On prendra le temps. Madame Marois, contrairement à vous, lorsque j'ai été ministre de la Santé, j'ai mis en place des groupes de médecine de famille, des groupes de médecins et d'infirmières qui prennent en charge des patients. Mais moi, j'ai une question, la même que j'ai posée à Mme David. Pensez-vous que 8 000 médecins, c'est suffisant au Québec pour couvrir toute la population? Et 2, êtes-vous d'accord pour modifier la rémunération des médecins pour que la moitié de la rémunération, on leur donne si on pris en charge 1000 patients? Êtes-vous d'accord, oui ou non? Alors, d'abord, je comprends que vous êtes arrivé un peu plus tard à la santé, là, mais disons que les groupes de médecine de famille, c'est moi qui les ai mis en place. Bien, vous n'avez mis en place aucun. Après le rapport aucun, Mme Marois. Ce que je vous dis, là... Quand je suis arrivé, il n'y en avait aucun, Mme Marois. Allez donc les voir, les omnipraticiens, les médecins de famille. Moi, j'en ai un. Puis mon mari a même donné le sien à notre gars parce qu'il n'y en avait pas pour prendre soin de son petit bébé. Est-ce qu'il y en a assez de médecins de famille? Moi, je crois que là, actuellement, il faut en ajouter un peu plus. Donc, il en manque. On n'a pas terminé de compléter le nombre de médecins de famille pour répondre aux besoins des Québécois. Ce que je vous dis, cependant, avec ceux qui sont là,
on peut, en implantant les groupes de médecine familiale, les aider, les accompagner avec du personnel, Combien des il manque de médecins de famille, super-infirmières, Mme des Marois? nutritionnistes. Vous Combien il en voulez manque de leur médecins de famille? demander de travailler plus, les payer mais vous plus. répondez Ils n'ont pas, pas là. une heure de plus à Alors, Monsieur consacrer Legault, à leurs patients. C'est ça, M. Legault. C'est de la pure pensée magique. Ça n'a aucun sens. manquez de Vous courage. pouvez pas... Monsieur Legault, Vous manquez de courage. Le courage, là, Oui. on Monsieur Legault. repassera pour les leçons de courage. Oui, vous Monsieur manquez Legault. de courage. Monsieur Legault. Oui. Bien, écoutez, Mme Marois, ce qu'elle nous dit, là, c'est qu'elle va attendre, un peu comme M. Charest, que tout s'arrange tout seul. Ça n'arrivera pas tout seul. Avec le docteur Barrette, là, nous, on va changer la rémunération des médecins de famille, puis en dedans 12 mois, chaque Québécois va avoir son médecin de famille. Ça, c'est très clair. C'est un engagement très clair de la Coalition Avenir Alors, Québec. le débat se poursuit en face-à-face, cette fois-ci, entre M. Charest et Mme David, qui prend d'abord la parole. En fait, le thème de ce troisième thème ce soir est censé porter sur les politiques sociales et non seulement sur la santé, les médecins de famille, etc., quoique ce soit très intéressant. Moi, j'aimerais ça, M. Charest, parler d'éducation avec vous. J'aimerais ça parler d'éducation parce qu'à Québec solidaire, vous le savez sans doute, notre proposition, c'est la gratuité scolaire de la maternelle à l'université. C'est pas innocent si on dit ça, hein? C'est parce qu'il y a pas mal de parents au primaire, secondaire qui paient déjà trop pour envoyer leurs enfants à l'école. Je sais bien, vous avez donné 100 par rentrée scolaire par enfant à partir de 2013 si vous êtes réélu, sauf qu'en même temps, vous augmentez les tarifs d'électricité, vous faites la taxe santé. Bon, c'est pas très logique tout ça. Mais notre proposition, c'est vraiment que tous les enfants, tous les jeunes du Québec aient accès à l'éducation, développent leur plein potentiel, aillent le plus loin possible sans s'endetter. Et ce que je ne comprends pas, c'est que vous ayez été si intransigeant face à la jeunesse étudiante du Québec qui ne vous demandait rien d'autre, ne pas s'endetter. Tiens, on parle de dette aux générations futures, mais c'en est une, ça. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas à tous les jeunes du Québec la possibilité d'aller le plus loin possible dans leurs études sans s'endetter? Monsieur Charest. Bien, permettez-moi un commentaire sur la question de M. Legault rapidement. Est-ce qu'on a assez de médecins de famille au Québec? La réponse est non. Il en manque plus de 1000. Et ça, c'est le docteur Louis Godin, qui est le président de la Fédération des médecins de famille, qui dit ça. Non. Ben, méprisez pas M. Godin en disant ça. Là. M. Barrette aussi est à la tête d'un syndicat, si j'ai bien compris. Vous appelez ça des syndicats? Moi, j'appelle ça des médecins qui soignent les gens. Monsieur Legault, et si on veut ça, que les médecins soignent les gens, si on veut changer leur rémunération, encore faut-il qu'il y ait des gens à soigner. Du côté de l'éducation, Mme David, ce qu'on a vécu le printemps dernier, ça a été très pénible. Très pénible pour tous les Québécois en passant. La violence, l'intimidation, et tout ça parce que les gens ont voulu contester le gouvernement, puis ils ont le droit de le faire. Ça, je vais être très clair avec vous là-dessus. Ils ont le droit de le faire. Je veux juste vous rappeler que dans toute cette période-là, ça fait quoi? Des dizaines d'années qu'on débat la question des droits de scolarité. On a fait une consultation qui a été très ouverte. Oui, très ouverte. Très ouverte. Consultation pour savoir combien augmenter les droits de scolarité. Ça a été très ouvert, d'une part. Franchement. Nous avons fait une politique qui est juste et équitable. Et le printemps dernier, ça m'a fait beaucoup de peine de voir qu'on a posé geste après geste après geste. On a fait l'étalement. Aujourd'hui, on a le régime de prêts et bourses le plus généreux au Canada. Toutes les familles qui ont 100 000 de revenus et moins ont accès à une forme d'aide ou à une autre. Il y a 38 000 étudiants là, au Québec qui vont recevoir plus en bourse que l'augmentation des droits de scolarité. Il y en a 67 000 qui reçoivent l'équivalent ou plus que ce que nous avons. Alors, la politique qu'on a proposée, elle est juste. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas accepter non plus, c'est l'intimidation et la violence et la désobéissance civile. Là-dessus, vous êtes d'accord avec moi, j'espère qu'il faut un gouvernement qui se tient debout. Merci. Merci à tous les deux. Le prochain face-à-face, M. Charest, vous en êtes avec Mme Marois, c'est vous qui poursuivez. Bien, Mme Marois, est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui que la décision que vous et M. Legault avez prise pour les mises à la retraite des médecins, des infirmières, des techniciens et la coupure, justement, dans les facultés de médecine était une mauvaise décision? Reconnaissez-vous au moins aujourd'hui qu'on en paye encore le prix? Je vais vous donner un exemple. L'an dernier, là, on a reçu la plus grosse cohorte de médecins depuis plusieurs années. Il y a eu 500 nouveaux médecins au Québec l'an dernier. Pourquoi? Parce que ça prend 10 minutes mettre à la retraite un médecin, ça prend 10 ans à en former d'autres. Puis nous, on a ouvert des facultés de médecine à Ville-Saguenay, à Trois-Rivières. On a augmenté le budget de la santé de 73 % Vous l'avez coupé, vous, le budget dans le domaine de la santé. Vous l'avez coupé de manière cruelle à part de ça. Et aujourd'hui, ce serait, je pense, au moins pour les Québécois, rassurant de savoir que vous reconnaissez que c'est une erreur et que vous ne recommenceriez pas parce que ça fait 2 fois que vous affirmez que si c'était à refaire,
vous recommenceriez. Puis, sincèrement, je pense que c'est ça qui inquiète les gens. Ça inquiète les gens quand ils entendent ça Madame de votre Marois. part, que vous recommenceriez. Honnêtement, là, je pensais, M. Charest, que vous aviez remisé cette cassette-là. Là, les Québécois, ils veulent entendre une réponse de votre part. Alors, vous C'est à répondez vous pas. que les Québécois, c'est vous que les Québécois interpellent. Ça fait 9 ans que vous êtes au gouvernement. Vous aviez pris un engagement solennel demain matin. Fini l'attente dans les urgences. On attend 1 heure de plus sur tout le Québec et dans des régions en périphérie de Montréal, c'est 10-12 heures de plus. Il me semble qu'en 9 ans, si vous êtes responsable, si vous avez une certaine capacité de changer les choses, vous auriez dû trouver des solutions à cette question-là. Madame Marois. Non seulement vous n'en avez pas trouvé, la situation s'est empirée, M. Madame Marois, Charest. Madame Vous le Marois. savez. Non. Et vous le savez absolument. Et vous n'en avez pas de solution à proposer autre que des dépenses absolument inacceptable dans le domaine de l'informatisation dont vous avez perdu le contrôle en ce qui a trait au dossier santé. C'est un bon exemple, ça, de très mauvaise gestion de la part d'un gouvernement libéral de M. Charest en matière de santé. Merci de soulever la question. Madame Marois, les temps d'attente pour les chirurgiens ont diminué de moitié depuis qu'on est le gouvernement. Les gens qui se font traiter pour un cancer se font traiter dans 99 dans un délai de 4 semaines. Et dans le temps que vous étiez là, c'est seulement 44 des gens. Vous avez envoyé des gens par autobus aux États-Unis se faire traiter quand vous étiez la Vous les auriez laissés mourir sur des listes d'attente, C'est votre responsabilité. Pas moi. Oui, parce que vous Pas moi. recommenceriez. Et je pense que ce qui inquiète les Québécois quand on vous écoute parler, c'est que vous recommenceriez si on vous offrait l'occasion de le faire. Et moi, je suis totalement convaincu qu'ils ne le feront pas. Les temps d'attente ont été réduits en chirurgie cardiaque, hémodynamie, pour les opérations du cataracte, du genou, de la hanche et pour le cancer, Mme Marois, parce qu'on a augmenté le budget de 73 Alors, Mme Je crois Marois, que ce qui pour rassure conclure. les Québécois, moi, c'est de leur dire la vérité, de prendre des engagements Tout à fait. Très responsables bien. et raisonnables. Et c'est ce que je fais dans la présente campagne. Alors, on va poursuivre avec une question de relance et je pense que je vais vous prendre tous au mot parce que vous avez tous évoqué le fait qu'il fallait donner plus aux Québécois en santé, en éducation. Et vous faites tous des promesses, que ce soit le 100 de matériel scolaire, baisse d'impôts de 1 000 des crédits d'impôt de 500 d'autres promesses. Et la question que les gens qui nous écoutent ce soir se disent, mais en même temps, ils nous parlent de rigueur budgétaire, ils nous disent que les citoyens ont peur que peut-être que les services vont être coupés parce qu'on devra freiner les dépenses. On ne peut pas tout s'offrir. Où est-ce qu'on trace la ligne d'abord? La réponse vous appartient, Madame David, quand on a à choisir. Quand on a à choisir, on s'occupe de 99 des Québécois. En fait, on s'occupe de 100 mais on s'occupe surtout du 99 qui est soit à statut précaire, soit vit dans la pauvreté, soit fait partie de la classe moyenne, qui, là, paie de plus en plus de taxes et de tarifs pour de moins en moins de services. Quand on a le choix, et moi, je pense qu'il faut faire ces choix-là, on a un système de santé qui commence à la maison, qui commence par la lutte à la pauvreté, qui commence par s'occuper de l'environnement pour ne pas que les gens tombent malades, qui commence par des transports collectifs, qui commence par de l'agriculture biologique. Il faut faire toutes ces choses-là et on peut faire ces choix-là. Parce que contrairement à ce que les collègues ici sur ce plateau disent, moi, je crois Merci, que le Madame Québec David. est riche. Alors, le Québec est riche. On va voir jusqu'à quel point il est riche, jusqu'à ce qu'on peut se permettre. Monsieur Legault, est-ce qu'on est dans la politique fiction quand on offre les choses Moi, dans je le pense contexte qu'on ne budgétaire? peut pas, et puis on le voit, offrir des engagements si on ne fait pas des gains d'efficacité. Nous, on propose des gains d'efficacité courageux chez Hydro-Québec, dans les agences de santé. On veut réduire les honoraires payés aux pharmaciens. On veut réduire les montants payés aux pharmaceutiques. Et une des choses, puis je veux revenir avec une question à Mme Marois. On ne réglera pas les questions, les problèmes du réseau de la santé tant que chaque Québécois n'aura pas son médecin de famille. Parce que actuellement, des Québécois vont à l'urgence la fin de semaine parce qu'ils n'ont pas de médecin de famille. Nous, ce qu'on dit, Mme Marois, là, c'est clair. Il y a 8 000 médecins de famille au Québec pour 8 millions d'habitants. C'est 1 000 patients par médecin. C'est raisonnable de demander plus de volume. On va les payer plus. Je repose ma question parce que je n'ai pas eu de réponse. Vous nous dites que vous allez donner un médecin de famille à tout le monde dans 4 ans. Dans 4 ans, là, vous pensez avoir combien de médecins? Si vous dites qu'actuellement, 8 000, c'est pas assez, combien vous en avez besoin? Puis deuxièmement,
allez-vous changer la rémunération? Parce que tant qu'on ne donnera pas une rémunération qui est pour la prise en charge, on ne réglera pas le problème. Ça prend du courage, Mme Marois. Monsieur Legault, c'est vraiment la pensée magique. J'en reviens pas. À chaque fois que je vous entends, je me dis, il me semble que vous avez été ministre de la Santé. Oui, vous devez bien justement. vous rappeler de la façon dont ça se passe. Ce que l'on dit, nous, c'est que sur 4 ans, nous pensons que nous sommes capables de donner accès à un médecin de famille. Oui, il y en aura des gains d'efficacité. Puis je vais vous dire comment, entre autres. On va laisser le médecin soigner les malades. On va lui accorder, dans le groupe de médecine familiale, des super infirmières qui vont faire du travail d'éducation, du travail de soins directs à la personne, de suivi auprès de la personne, des nutritionnistes qui vont aider le médecin de famille. C'est comme ça qu'on va y arriver. Et d'autre part, moi, je crois qu'on ne peut pas agir dans une société seulement sur un aspect de la vie des gens. Il faut aider nos personnes âgées à ce qu'elles puissent choisir de rester chez elles en recevant des soins et de l'aide à domicile. Donc, vous ne savez pas, Mme Marois. Ça va réduire le nombre Mme Marois, vous ne savez pas combien de médecins, on a besoin? Est-ce que ça prendra 300, 400? M. Charest dit 1000. Vous ne savez pas. 300, 400 000, vous ne savez pas. Mais vous, là, vous annoncez des choses que vous ne ferez pas. Vous n'êtes pas capable de faire ça, Avec 8 000, on en a assez. Très bien. M. Charest. Moi, ce qui m'inquiète, d'abord, c'est fascinant de voir les 2 anciens ministres qui ont charcuté le système de soins de santé se chicaner entre eux. Alors, M. Legault s'attaque aux médecins de famille. Mme Marois s'attaquait aux médecins spécialistes l'autre jour. M. Legault, d'abord, puis je constate que malheureusement, ni Mme Marois ni M. Legault sont capables d'admettre leur erreur, ce qui donne des frissons à du monde quand on pense qu'ils aimeraient encore gérer le système. M. Legault pose une question, elle est fort simple. Il en manque 1000. C'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Louis Godin qui dit qu'il en manque 1000. S'il en gradue 500 par année, puis la moitié vont chez les spécialistes, puis la moitié vont chez les médecins de famille, ça veut donc dire que ça va prendre jusqu'en 2016. C'est la politique de notre gouvernement pour avoir les médecins de famille qu'il nous faut, M. Legault. C'est pas compliqué. Vous avez beau changer la rémunération, encore faut payer quelqu'un. Il faut que le médecin existe. Est-ce que vous savez, M. Charest, est-ce que vous saviez, M. Charest... Tu sais, votre formule, malheureusement, c'est comme votre cadre financier, c'est comme votre budget du Québec séparé. Savez-vous, M. Charest, qu'il y a le quart des médecins de famille au Québec qui travaillent moins de 120 jours par année? 120 jours par année, savez-vous c'est quoi? 3 jours par semaine pendant 40 semaines avec 12 semaines de vacances. Est-ce que vous pensez, oui ou non, qu'il y a des médecins de famille qui pourraient prendre en charge plus de patients? Oui ou non? Monsieur Legault, savez-vous pourquoi... Vous écoutez le syndicat, c'est ça? Comme M. Barrette? Non, M. Barrette pense qu'il n'a assez de médecins de famille. Permettez-moi de répondre à cette J'aimerais question-là, finir, c'est important. Monsieur Charest, Pourquoi certains médecins de famille travaillent moins? Peut-être parce qu'ils ont passé l'âge de la retraite, M. Legault. C'est peut-être pour ça. Le quart des médecins? M. Legault, saviez-vous que 40 de leur temps est passé à l'hôpital pour les médecins de famille? Oui. Alors, c'est pas juste la pratique en clinique ou dans leur propre bureau, 40 Alors, votre affaire des médecins de famille, ça marche pas. 40 à l'hôpital, il va vous le dire. C'est assez pour s'occuper de 1000 médecins, 1000 patients. C'est possible de le faire, M. Charest. Vous renoncez, vous baissez les bras. Monsieur Legault, on va entendre. Oui. Je ne peux pas croire qu'un débat sur la santé va consister à simplement se demander combien il faut de médecins de famille, un peu moins, un peu plus. C'est important. Je ne dis pas que c'est pas important, là, mais c'est qu'il n'y a pas que ça. Et il y a un point où je donne raison à M. Charest. Ça peut arriver dans la vie. Oui, il y a eu un problème majeur dans la politique dirigée par Lucien Bouchard, alors premier ministre du Québec, d'arriver au déficit zéro le plus vite possible en sabrant dans la santé et à l'éducation. Mais M. Charest, vous en sortirez pas à si bon compte parce que depuis que vous êtes premier ministre du Québec, la privatisation s'est installée en douce dans le système de santé, en passant une loi à un moment donné. Dans les dernières années, même sans passer de loi, c'est pas compliqué de privatiser. On donne de moins en moins de services au public. Les gens de la classe moyenne sont obligés de faire quoi? De payer le double pour aller dans le privé, pour essayer d'avoir un scan. Parce que oui, ils ont peur d'avoir un cancer. Et oui, le scan, ça presse. Et ils sont pas capables d'avoir dans le système public. Ça, c'est pas normal, M. Charest. Alors ça fait partie de l'ensemble du débat sur le système de santé. M. Charest, ensuite Mme Marois. D'abord, parce qu'on a toujours défendu, nous, le fait que le système de santé au Québec est public, universel. Il n'est plus universel. Oui, c'est pas vrai, M. Charest. Madame David, permettez-moi de répondre. Bien sûr. Universel, et c'est une valeur fondamentale de la société québécoise. Et pour mon parti, c'est une des grandes valeurs de justice sociale auxquelles nous croyons.
Et sur le plan social, c'est un avantage. C'est même sur le plan économique, c'est un avantage pour nous. Le privé, s'il en existe, est au service du public. S'il en existe, et ça, c'est M. la position de l'Association médicale canadienne. Je vous rappelle que les médecins sont des entrepreneurs privés qui travaillent à l'intérieur d'un système public. Mais voilà et ce nous qui n'a aucun défendons sens. bec et ongle un système de santé publique auquel nous croyons profondément. Le seul qui a changé d'idée là-dessus, qui n'est pas fiable là-dessus, c'est François Legault, qui disait autrefois défendre le système public jusqu'à la dernière minute et qui maintenant a encore changé d'idée sur cette question-là. Mais, M. Alors, Charest, il y a quand même une sorte de... c'est un système auquel nous croyons Alors, et que il y a nous une défendons. contradiction Puis, quand même privé, importante, il est au là. service Madame- du public. Alors, si, Mme si on a Marois- un système public puis que vous considérez les médecins comme des Madame entrepreneurs Marois. privés, il y a un problème. Madame Ils Marois. le sont. Effectivement, Madame Marois. c'est pas trop clair du côté de M. Legault sur le privé. M. Deltel en veut, l'autre en veut pas. Peut-être que M. Duchesneau pourra trancher. Mais Mme David a raison sur une chose. C'est pas un seul problème qu'on a actuellement dans l'ensemble de notre système de santé. Et c'est pour ça que moi, je dis, oui, on va agir sur les groupes de médecine familiale. On va permettre à des nutritionnistes, à des super infirmières de servir les patients, les malades, de les suivre, de s'assurer que le médecin, lui, soigne son patient. Mais en même temps, il faut agir sur le front de l'autonomie des personnes âgées, leur permettre de rester à domicile. C'est 1500 lits d'hôpitaux qui sont actuellement occupés par des personnes qui seraient mieux servies si elles étaient chez elles ou dans des centres d'hébergement. Monsieur C'est Legault. global. Oui. Et Moi, je j'ai une crois que nous question. avons une vraie Monsieur solution. Legault, il reste J'ai une minute au débat. Oui, j'ai une question, M. Charest, en éducation. Si on veut être capable de mettre de l'argent dans les écoles, il faut couper dans la bureaucratie. Entre autres, couper dans les commissions scolaires. Lors de votre dernier budget, vous avez dit, Si vous c'est voulez une écrit dans réponse, le budget, M. Legault, ouais, question courte. vous allez réduire de 600 millions à 300 millions le budget des commissions scolaires, mais vous nous dites que vous couperez aucun des 4500 postes. Monsieur Comment Charest. allez-vous faire ça? C'est les commissions scolaires qui coupent dans les frais de gestion, M. Legault. Ah Mais non, bon? contrairement à vous, les 4000 personnes que vous mettez à la porte à Hydro-Québec, est-ce que c'est du monde, ça, On qui parle font de rien commissions toute la scolaires. journée? Les agences de santé, c'est du monde qui font Commissions rien. scolaires. Et ces mêmes personnes-là que vous dites que vous allez mettre à la porte, vous les avez réengagées dans le même point de presse ça pour dire que vous les fonctionne gardez à pas. l'emploi. Oui, ça Merci. marche. Ça fonctionne Oui, pas, ça ce que vous marche. proposez Parce qu'on dans les coupe commissions frais de scolaires. gestion. Merci. Ça Et fonctionne marche. pas. Alors, c'est sur cette note que se termine ce débat sur les politiques sociales. On passe au dernier thème de la soirée, questions nationales et identité. Mise en contexte et questions, Emmanuel. Alors que vous aspirez à gouverner le Québec, vous voulez tous défendre ses intérêts, ses valeurs. On l'a vu depuis un an, le prochain premier ministre va être confronté à un gouvernement à Ottawa où le Québec a une voix très faible. C'est une situation dont vous vous êtes tous inquiétés dans le passé. Un gouvernement aussi qui a montré que sur des enjeux qui tiennent à cœur aux Québécois, il n'est pas enclin à négocier. C'est une autre situation que vous avez tous, d'une façon ou d'une autre, dénoncée, la décrivant comme un unilatéralisme de ce gouvernement. Donc, dans ce contexte-là, comment vous allez faire pour les défendre, les intérêts du Québec? Et Mme Marois, si je peux me permettre peut-être d'aller plus précisément, vous qui courtisez le vote des fédéralistes fatigués dans cette élection, à la 11e heure, là, entre la confrontation avec Ottawa pour promouvoir la souveraineté et le compromis qui permet de faire un gain qui est peut-être imparfait, mais qui est un gain pareil, lequel des deux vous allez choisir? Moi, je vais vous dire, je vais toujours choisir de défendre les intérêts des Québécois et des Québécoises. Je ne me mettrai pas à genoux devant Ottawa comme l'a fait M. Charest, puis je ne renoncerai pas comme l'a fait M. Legault avant de combattre. Tout ce que je vais pouvoir faire comme gain pour les Québécois et les Québécoises, je vais le faire, je peux vous l'assurer. Cependant, moi, je crois qu'envoyer 50 milliards de notre argent à Ottawa pour qu'on décide d'acheter des avions de guerre puis des bateaux de guerre, pour qu'on décide de faire construire des prisons, pour qu'on s'attaque aux chômeurs du Québec, je crois pas, moi, que c'est une très bonne idée. Alors, je vais défendre les intérêts du Québec. Je vais rétablir un rapport de force avec Ottawa, ce à quoi a renoncé M. Charest et ce Merci. que ne veut pas faire M. Legault. Alors, M. Charest, vous êtes interpellé. La seule partie de la réponse de Mme Marois qui manque, c'est qu'elle a oublié de vous dire que sa priorité, c'est de faire un référendum le plus vite possible. N'est-ce pas, Mme Marois? Ma priorité, c'est de Votre défendre les priorité, intérêts du permettez-moi. Québec. C'est pas le puisque débat vous encore. m'interpellez. votre Puisque réponse. vous faites la C'est langue pas- de bois là-dessus, là, c'est de Réponse. faire un référendum le plus vite possible. Elle a un comité de stratégie là-dessus. Son équipe de candidats n'est pas économique. Il est pour faire un référendum. Et elle est prête à mettre la main dans vos poches comme contribuable. Elle va dépenser des fonds publics
pour faire ça. Quand il s'agit de défendre les intérêts du Québec, c'est quoi les résultats? À l'époque où elle et M. Legault étaient là, ils ont appuyé le fait que le gouvernement fédéral coupait les transferts au Québec, alors que moi, j'étais au fédéral, je faisais le contraire. Alors là-dessus, on a augmenté de 70 les transferts fédéraux, puis on va continuer à obtenir des résultats pour les Québécois. Madame David, confrontation ou intérêt des Québécois? Mais soyons clairs et n'ayons pas peur des mots. Le gouvernement que l'on a en ce moment à Ottawa est le plus réactionnaire, probablement, de l'histoire du Canada. Absolument. La cause est entendue. Mais même si ça n'était pas le cas, à Québec solidaire, nous prônons l'indépendance du Québec. Nous sommes au clair là-dessus. Nous voulons un pays. Et un pays le plus vite possible, après, évidemment, une consultation importante de la population, après le temps nécessaire pour mobiliser la population autour d'un projet de pays pour protéger notre langue, notre culture, bien sûr, mais aussi pour porter à son terme notre projet social, notre projet économique, notre projet politique. Alors, c'est comme ça que nous allons travailler dans les intérêts du Québec. Merci, Mme David. Monsieur Legault. Ça fait plus de 30 ans au Québec qu'on est divisé, souverainiste, fédéraliste. Pendant ce temps-là, corruption, gaspillage, mauvais services, économie, on passe au 9e rang. Je pense que les Québécois là, sont très clairs. Il faut un gouvernement nationaliste. Un gouvernement nationaliste qui va avoir la crédibilité pour négocier avec Ottawa, qui va pouvoir aussi utiliser les pouvoirs qu'on a actuellement pour protéger le français à Montréal. Ce que M. Charest n'a pas fait dans les commerces de Montréal. Pour pouvoir mieux intégrer les immigrants. Ce que M. Charest n'a pas fait. Pour pouvoir mieux aider nos artistes. Ce qu'on a besoin au Québec, c'est pas d'une chicane. Nous, on s'engage. On ne fera jamais la promotion de la souveraineté parce que ce qu'on a besoin, c'est de rassembler les Québécois pour faire le ménage et relancer le Québec. C'est ça qu'on a besoin. Alors, dans ce premier face-à-face, vous pourrez poursuivre sur votre lancée, M. Legault, puisque vous êtes avec Mme David et c'est vous qui avez la parole en premier. Oui. Mme David, vous le savez, Mme Marois, c'est la première chef du Parti québécois. Jamais René Lévesque a fait ça, Lucien Bouchard, personne d'autre, qui a donné le contrôle de la date du prochain référendum aux militants purs et durs. Donc, ça veut dire qu'elle a accepté qu'il y aura un référendum d'initiative populaire. Donc, au lendemain d'une élection du Parti québécois, Marc Laviolette et les autres pourraient ramasser 15 c'est ce qu'ils ont besoin, 15 de signatures, puis on serait certain d'avoir un référendum au Québec. Êtes-vous d'accord avec cette approche? Regardez, M. Legault, là, c'est un échange entre vous et moi. Là, je commenterai les propos de Mme Marois un peu plus tard. Moi, je vais vous dire quelle est notre position. Notre position à nous, c'est que dès un premier mandat, un gouvernement de Québec solidaire met en place une assemblée constituante élue. Donc, la population élit une assemblée citoyenne. Son mandat à cette assemblée-là, c'est d'élaborer un projet de constitution pour le Québec. Puis une constitution, ça a l'air plate quand on dit le mot comme ça, mais c'est très intéressant. C'est quelles sont nos valeurs fondamentales, quelles sont les institutions politiques que nous voulons nous donner. Et au terme de cette consultation, de ce débat collectif, de cette mobilisation sans précédent, les gens sont invités à se prononcer et sur un projet de constitution et sur l'avenir du Québec. Et ça, oui, ça se passe dans un premier mandat. Pourquoi? Mais parce que si on a une idée, M. Legault, si on est souverainiste, moi je le suis, on s'assume. Et donc, on la pose, la question aux gens, et on la pose dans le premier mandat. Oui. M. Legault. Madame David, vous vous promenez probablement comme moi sur le terrain depuis le début de la campagne électorale. Moi, c'est drôle, là. Je ne vois pas personne qui réclame un référendum sur le terrain. Pour moi, là, les gens me parlent de santé, d'éducation, d'économie, de se débarrasser de la corruption. Mais sincèrement, là, je vois pas de bataille dans les autobus à Montréal pour faire un référendum. Est-ce que vous, là, sur le terrain, peut-être vous voyez des personnes différentes de celles que je vois, est-ce que vous voyez sur le terrain des gens là, qui veulent absolument avoir un référendum? C'est leur priorité, là, actuellement. Bien, d'abord, je prends beaucoup l'autobus, puis il n'y a jamais de bataille dans l'autobus, de toute façon. Mais de quoi les gens me parlent sur le terrain? Bien sûr, il me parle de santé, d'éducation, beaucoup, mais vous seriez surpris, M. Legault, il y a une bonne partie de la jeunesse québécoise qui parle maintenant de prendre en main complètement nos affaires, parce que c'est rien d'autre que ça, la souveraineté. Hein? C'est d'assumer notre destin comme peuple, prendre nos décisions nous-mêmes, pouvoir lever nos impôts nous-mêmes, en entier, faire nos propres choix. C'est ça, la souveraineté, c'est ça, se donner un pays. Et oui, vous seriez surpris, il y a pas mal de gens qui m'en parlent. Bien, moi, c'est pas ce que je vois. Moi, ce que je vois actuellement, là, c'est que les gens, pour eux autres, là, c'est pas une priorité. Ce qu'ils veulent, là, c'est qu'on fasse le ménage au Québec,
qu'on relance le Québec, parce que c'est comme ça qu'on va retrouver notre confiance puis notre fierté. Actuellement, là, les gens ne sont pas fiers de leur premier ministre, ne sont pas fiers du gouvernement qu'on a. Alors, merci à tous les deux. Madame David, vous pouvez poursuivre en débat face à face avec Madame Marois. C'est vous, Madame David, qui enchaînez. Oui. Alors, Madame Marois, je sais que nous partageons toutes deux un objectif commun, c'est le pays du Québec. Ça, j'en suis certaine. Mais ce que je ne trouve pas clair dans votre position, c'est la façon d'y arriver. Je viens d'expliquer à M. Legault comment on comptait s'y prendre. Je ne le répéterai pas. De toute façon, je sais que vous le savez. Mais dans votre cas, c'est essayer d'arracher des pouvoirs. Oui, il y a un comité. On ne connaît pas la date exacte du référendum. Ça ne me dérange pas tellement, en autant que ça soit dans le premier mandat, par exemple. Parce que sinon, c'est quoi? On reporte ça dans les générations à venir pour les siècles des siècles? C'est ça que j'aimerais savoir. Bon, alors, d'abord, j'entendais tout à l'heure M. Legault. Il sait très bien qu'on envoie 50 milliards de dollars à Ottawa et que cet argent-là, il serait pas mal mieux dépensé si c'est nous autres qui prenions les décisions. Peut-être qu'on ne mettrait pas de l'argent dans des avions de guerre, dans des bateaux de guerre. Vous me posez la question. Moi, j'aimerais ça faire la souveraineté demain matin, si j'étais capable. Puis moi, j'ai pas peur de la démocratie non plus. Quand M. Legault parle des référendums, moi, je pense qu'un référendum, c'est sain pour une démocratie. Ce que je dis, c'est que je vais défendre les intérêts du Québec. Je vais aller chercher le plus de pouvoir possible. Mais je sais que la vraie solution, c'est d'avoir tous les pouvoirs pour s'occuper de notre langue, pour signer le protocole de Kyoto. On le sait. Actuellement, M. Harper a renoncé au protocole de Kyoto. Cependant, j'ai un travail à faire. C'est de convaincre les Québécois et les Québécoises de se décider, de choisir leur liberté, de choisir leur indépendance. Alors, c'est à ça que je vais travailler. Et le jour où j'aurai l'assurance d'avoir une majorité de la population, bien sûr que je commence maintenant. Tous les jours, je défends notre projet de pays. Tous les jours, j'explique. Regardez, je viens de vous parler de M. Harper qui prend des décisions qui vont à l'encontre de nos intérêts, Marois, ça, qui vont à l'encontre de nos... C'est facile. Oui, tous les Québécois, au contraire, à peu près, le détestent. On ne fait pas la souveraineté parce qu'il y a Stephen Harper, parce que s'il y en avait un autre... Hein? Mais on fait la démonstration, cependant, que quand on n'est pas maître chez nous et quand c'est pas nous qui prenons nos décisions, bien, malheureusement, on subit les décisions prises par un autre gouvernement. Et ça, c'est le cas de M. Harper. Alors moi, j'ai justement... À ce moment-là, ne vous engagez-vous pas dès votre élection, si c'est ce qui arrive le 4 septembre, pourquoi ne vous engagez-vous pas dès maintenant à entreprendre une vaste consultation, pas de 30 jours, les campagnes référendaires à coup de publicité puis de pancartes, là, je pense que ça, c'est terminé. Une vraie consultation populaire échelonnée sur un an et demi. Pourquoi je crois qu'il faut, jour après jour, défendre les intérêts du Québec, démontrer très clairement que, entre autres, en ce qui a trait à notre langue et la défense de notre langue, on se fait imposer des règles par Ottawa. Merci. Puis le gouvernement de M. Charest accepte d'adopter des lois sur les écoles passerelles où le français va reculer encore. Madame Marois, vous pourrez enchaîner en face à face avec M. Charest, justement, pour les 3 prochaines minutes. Merci. Alors, M. Charest, moi, je suis assez fascinée de vous voir aller comme premier ministre depuis un certain temps. En 2008, à l'élection du Québec, M. Charest a envoyé une lettre à Ottawa. D'ailleurs, on pratique chez M. Charest le fédéralisme de correspondance. Malheureusement, ils n'ont pas souvent de réponse. Alors donc, il se présente, il envoie une lettre à Ottawa et il demande... Il y a 15 demandes qu'il présente. Savez-vous combien il y a eu de réponses? Zéro. Zéro. Il n'y a aucun rapport de force. Il est incapable de nous défendre devant le gouvernement de M. Harper qui prend des décisions qui vont à l'encontre de nos intérêts. C'est la première fois qu'il y a une telle rupture, une telle attitude de la part d'un premier ministre du Québec. Même M. Bourassa gardait toujours une carte dans sa manche. Ça s'appelait la souveraineté culturelle. Il s'est moins mis à genoux devant Ottawa que M. Charest. Plus aucun rapport de force. Qu'est-ce que vous faites pour nous défendre, M. Charest? On va mettre les choses au clair, Mme Marois. Moi, ma priorité, vous le savez, c'est l'économie et l'emploi. Votre priorité à vous, c'est de faire un référendum le plus vite possible. Comme vous venez de le dire ce soir... On a perdu 23 000 emplois le mois dernier. Permettez-moi de répondre, Mme Marois.
Et c'est créé 50 000 nouveaux emplois depuis le début de l'année. Le taux de chômage au Québec est à 7,6 % Et vous venez de dire ce soir, devant nous tous, que si vous pouviez faire un référendum demain matin, c'est ce que vous feriez. Puis votre priorité à vous, c'est de faire un référendum le plus vite possible. Vos candidats, tous vos candidats sont axés là-dessus. Cela étant dit, c'est quoi les résultats quand vous et M. Legault étiez là? On a eu des coupures du gouvernement fédéral et votre gouvernement a même dit qu'il était d'accord avec les coupures. 70 % d'augmentation des transferts fédéraux depuis qu'on est le gouvernement. Et l'entente qu'on a signée avec la santé est symétrique. Même M. Parizeau, même M. Duceppe ont applaudi mon travail. On a aussi signé une entente sur l'UNESCO, madame. On vient de signer une entente il y a moins d'un an. Pour avoir un petit strapontin à côté du Canada. C'est fort, ça, une entente sur l'UNESCO. C'est ça que vous avez signé, Madame Marois, M. laissez-moi Charest. répondre. Vous m'avez posé une question, je vais vous le dire. En plus de tout ça, on vient de signer une entente sur la TVQ. On vient de signer une entente pour laquelle on s'est battu pendant 20 ans pour pouvoir explorer le golfe Saint-Laurent pour le pétrole, Mme Marois. Nous avons obtenu des résultats là où vous et M. Legault avez connu un échec. Vous avez 70 moins eu que Terre-Neuve sur des l'entente transferts. avec Ottawa pour Old Harry. Oui, M. Et vous avez eu Charest. quoi comme En entente? plus, toutes Madame les autres Marois, provinces ont vu les transferts monter davantage en santé que dans le cas de M. Charest. Laissez-moi vous répondre, M. Charest. Ben, non, évidemment, j'ai eu même un amendement constitutionnel. On a eu le transfert de la main-d'œuvre. C'était ça, les ententes qu'on a eues avec Ottawa. Vous êtes mis à genoux devant Ottawa. Ils sont encore en train de contester le fait qu'on a une commission des valeurs mobilières. Il faut quand même le faire, M. Charest. Bien, il reste quelques secondes juste pour tirer ça au clair. Non, il reste on pas de comprend, secondes, on M. comprend Charest. que votre priorité, c'est Vous de le faire un reprendrez dans référendum le le plus débat. vite possible. Merci, C'est maintenant M. qu'on Charest. comprend. Merci. On va pouvoir mieux défendre notre économie. Il y aura un dans débat, État souverain. il y a un débat plus ouvert qui suit, mais parlons de l'identité parce que ce grand thème, c'est question nationale et identité. Généralement, quand on parle de... je pense que j'ai oublié un face-à-face, excusez-moi, j'ai oublié un face-à-face entre M. Charest et M. Legault. Désolée, mes excuses, M. Charest. Vous pouvez poursuivre avec M. Legault. C'est vous qui poursuivez. Merci, Mme Dussault. M. Legault, vous avez dit quelque chose il y a quelques minutes. Vous avez fait une remarque qui, franchement, m'a étonné. Alors, vous dites que vous ne voulez pas vous chicaner avec Ottawa. C'est ça Non, que vous je avez n'ai pas dit. dit ça. Ouais, ben, enfin, tout le monde a mal compris. Vous avez dit que vous ne voulez pas vous chicaner. Non, Moi, c'est ce que j'ai entendu. dit, c'est entendu. Non, ce que j'ai dit, c'est que Mme Marois n'a aucune crédibilité parce qu'elle, ce qu'elle souhaite, c'est que ça ne marche pas avec Ottawa. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai compris que vous ne vouliez pas vous chicaner avec Ottawa, mais vous avez fait une déclaration il y a quelques jours et vous avez déjà fait une déclaration dans l'Outaouais où vous aviez dit, moi, si jamais je suis au gouvernement, Dieu nous sauve, il va y avoir de la chicane, puis ça va vanter fort, puis ça va... Ce qui m'a beaucoup étonné, parce qu'il me semble, si on veut être premier ministre du Québec, oui, on prend des décisions difficiles, oui, il faut se tenir debout, mais on n'invite pas la chicane dans le mandat qu'on demande à la population du Québec. Ça m'étonne que vous ayez pris cette approche-là. Ce qui est étonnant aussi, quand on dit que vous n'êtes pas fiable, M. Legault, franchement, vous avez été, pendant 40 ans de votre vie, pas juste un souverainiste ordinaire, là. Tous vos collègues le reconnaissent, Mme Marois le reconnaît également. Vous étiez le plus agressif du groupe. Vous disiez que c'était urgent de faire la souveraineté. Pendant 40 ans souverainiste, pendant 4 secondes, vous changez d'idée. Moi, j'ai un peu de difficulté à comprendre comment vous allez concilier une affaire comme ça avec un mandat que vous demandez et que vous devez appliquer dans le travail avec les autres. Je vais vous donner un exemple concret. Dans le domaine de l'environnement, vous avez dit une affaire qui ne tient pas, mais pas la route du tout, où vous dites « je veux rapatrier les compétences d'Ottawa dans le domaine de l'environnement ». Il n'y a pas de partage de... C'est pas un sujet qui fait l'objet d'un partage de compétences. De toute évidence, vous ne saviez pas de quoi vous parliez. Alors, vous avez été obligé de vous contredire dans l'après-midi. Monsieur Legault. Comment vous allez faire ça, vous? Bon, vous avez dit beaucoup de choses, là, M. Charest. D'abord, une chose qui est claire. Oui, j'ai cheminé au cours des dernières années, comme beaucoup de Québécois qui nous écoutent aujourd'hui, qui se disent actuellement, la priorité, là, arrêtons la chicane entre les fédéralistes et les souverainistes, faisons le ménage, puis relançons le Québec. Ça, c'est important. Même votre ministre des Finances a fait la même chose, d'ailleurs. Mais moi, ce que je veux vous demander, parce qu'on parle d'identité, comment se fait-il, M. Charest, que vous laissez des commerces à Montréal où on ne peut pas se faire servir en français? Comment se fait-il, M. Charest, que vous ne faites pas respecter la loi 101 pour l'affichage? Comment se fait-il, M. Charest, que vous avez laissé 20 de nos sièges sociaux quitter le Québec, des compagnies comme Alcan, comme Abitibi-Consol, comme Citco, comme Vanout, dernièrement Astral, peut-être Rona,
Vous n'avez pas levé le petit doigt. Vous avez trahi l'héritage de Jean Lesage et de Robert Bourassa. Quand, M. Charest, allez-vous défendre la nation québécoise? Il y a eu une augmentation du nombre de sièges sociaux la dernière fois qu'on a regardé ça au Québec, premièrement. Deuxièmement, oui, on peut se faire servir à Montréal. Au-delà de 90 des commerces, selon l'Office... C'est pas grave, 10 pour Non, vous. on travaille, Alors, on a vous réinvesti de l'argent là où votre gouvernement a coupé dans les services de l'Office de la langue française, M. Legault. Vous avez coupé, nous, on a pourrez réinvesti. reprendre. Il y aura un débat ouvert qui suit, là, mais quand même, il y a une question de relance, puisque vous étiez sur les questions de langue, de culture. Parlons-en d'identité. C'est la langue, c'est la culture. C'est beaucoup les accommodements religieux. Quand on parle de laïcité, vous avez tous des propositions à faire sur cette question-là. C'est trop pour les uns, c'est pas assez pour les autres. Il y en a plusieurs qui s'accrochent au crucifix, là, qui ont une position sur le fameux crucifix. Mais on l'a vu quand même on l'a vu cette semaine dans les propos du maire Jean Tremblay de Saguenay. Ça a soulevé des passions. C'est une expression d'intolérance à l'endroit des immigrants. Et la première question s'adresse à vous, M. Charest. Pourquoi vous, comme premier ministre du Québec, qui avez créé une commission Bouchard-Taylor d'éminents chercheurs et experts pour mettre fin à l'intolérance, pour l'endiguer cette intolérance-là, n'avez-vous pas dénoncé vigoureusement des propos xénophobes? D'abord, la commission Bouchard-Taylor a été mise sur pied parce que nous avions besoin, comme société, de faire un exercice sur l'ensemble de ces enjeux-là qui affectent pas uniquement le Québec, mais ailleurs. Et on a mis en œuvre, bien au-delà, je pense, 90 des recommandations de la commission Bouchard-Taylor. On a déposé une loi sur une affaire très claire. On a le droit de se faire servir et de manière à visage découvert au Québec, et celui qui demande des services doit être à visage découvert. Mon parti sur la question de l'égalité des hommes et des femmes et sur l'égalité des citoyens a toujours été le parti de l'inclusion au Québec. On a toujours été très clair là-dessus et très clair aujourd'hui, comme nous le serons à l'avenir là-dessus. Il n'y a pas de compromis à faire. Nous sommes tous égaux, peu importe notre langue, peu importe la couleur de la peau et la religion. Ça, c'est un principe sacré au Québec. Madame Marois, vous n'avez pas répondu à la question de Mme Dussault. Monsieur Tremblay, cette semaine, appuyé par votre ministre, M. Simard, a prononcé des propos xénophobes, absolument inacceptables. Je ne vous ai pas entendu ouvrir la bouche pour le dénoncer. Madame Dussault vous pose la question, je vous la repose. Est-ce que vous dénoncez les propos inacceptables de Jean Tremblay et qui sont des propos xénophobes à l'égard de Jemila Benhabib? Madame Marois, d'abord, cette affaire-là a commencé quand? Quand votre candidate Vous ne me répondez pas. Les Québécois vous jugent, là, actuellement. Madame Marois, laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. D'abord, ça a commencé quand? Quand votre candidate vous a contredit en disant qu'elle voulait enlever le crucifix à l'Assemblée nationale du Québec. Premièrement, ça a commencé là. Deuxièmement, si vous ne m'avez pas entendu, c'est parce que vous ne m'écoutiez pas. J'ai plusieurs fois répondu à cette question-là. Vous les devant dénoncez les médias. donc? J'ai répondu de façon très claire sur les principes qui nous guident comme parti politique. Vous les dénoncez pas, M. Charest? Oui, effectivement. Vous les dénoncez? Je prononce des mots qui sont très clairs. Là. Ça peut être plus clair que ça quand vous on dit que dénoncez chaque les propos homme de et M. femme Tremblay sont ou pas? égaux. Et ça ne peut pas être plus clair Les que ça, Québécois Mme vont Marois. juger, M. Madame Charest. David, et ensuite M. Moi, Legault. je dénonce les propos de M. Tremblay Merci. et mon parti l'a fait. Même si on a des désaccords avec Mme Benhabib, et j'en ai personnellement, il reste que ça n'est pas comme ça qu'on doit faire des débats au Québec. Pour Québec solidaire, l'identité québécoise, là, c'est parce que c'est de ça qu'on parle au fond. Ça repose sur une langue, ça repose sur une culture qui a commencé il y a 400 ans, qui s'est métissée des apports de plein de nouveaux arrivants au 19e siècle, au 20e siècle. On n'est plus aujourd'hui dans la même culture qu'au 19e siècle. On est dans le Québec moderne. On a adopté des valeurs, l'égalité entre les hommes et les femmes, même si elle n'est pas achevée. Je pense qu'il y a quand même une entente au Québec sur le fait que c'est une valeur fondamentale. La laïcité, c'est la même chose. Je suis convaincue que l'on veut tous un État laïque, des institutions publiques laïques. Après ça, le choix des moyens reste à débattre. Et ce débat-là, M. Charest, qu'on vous demande de faire depuis la fin de la commission Bouchard-Taylor, vous ne l'avez jamais fait. Il faut le faire, le débat sur la laïcité. C'est bien beau s'entendre sur les principes, il faut s'entendre sur le choix des moyens. Mais j'aimerais ça qu'on se dise que l'identité québécoise, ça n'est pas que ça non plus. Moi, je suis convaincue qu'il y a d'autres valeurs qui en font partie, l'écologie, la justice sociale, par exemple. Monsieur Legault. Oui, moi j'ai une question importante, Mme Marois, pour savoir comment les gens vont voter le 4 septembre. Vous êtes la première chef du Parti québécois. René Lévesque l'a pas fait, Lucien Bouchard l'a pas fait, qui a donné la date du prochain référendum aux militants. OK? Vous êtes un débat en retard, M. Legault. Non. Vous aviez de la chicane, là. Vous avez plusieurs ténors qui ont quitté. Puis pour les ramener,
vous avez cédé. Vous avez dit, à partir de maintenant, le référendum sur la souveraineté du Québec, ça va être un référendum d'initiative populaire. Lorsque les militants auront ramassé 15 de signatures, il y aura un référendum, que vous le vouliez ou non. Madame Marois, il y a des jours où vous nous dites que vous êtes pressé, d'autres journées, vous nous dites que vous n'êtes pas pressé. Est-ce que vous pouvez nous confirmer? Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui que ce n'est pas vous qui allez décider de la date du prochain référendum, que ce sont les militants purs et durs du Parti québécois qui pourront, dès le lendemain d'une élection, faire signer une pétition? Oui, je suis très pressée que nous fassions la souveraineté du Québec. Je veux rassurer M. Legault. Il était même plus pressé que moi quand il était au parti. Mais moi, je veux revenir, Mme Dussault, sur les questions d'identité. Moi, la chose la plus fondamentale, nous sommes un peuple de parlant français en Amérique. On est 2 de parlant français. Notre État, notre gouvernement a une responsabilité. Nous assurer que nous allons pouvoir continuer à vivre, à nous développer, à participer au monde, à gagner notre vie en français au Québec. Et moi, ce que je vois maintenant, c'est absolument désolant. Le gouvernement de M. Charest a été d'un laxisme total à l'égard de la défense de notre langue, de la promotion de notre langue. Oui, quand on se promène dans le centre-ville de Montréal, on ne peut pas se faire servir en français. On peut pas... On a des travailleurs qui ne peuvent pas travailler dans leur langue. Nous, on va adopter une nouvelle loi 101. Elle va être plus exigeante, elle va être plus rigoureuse, elle va s'appliquer aux entreprises entre 10 et 50 employés. Nous allons faire respecter la loi sur l'affichage. Nous allons nous respecter nous-mêmes. On n'a pas à renoncer à ce que l'on est. Nous sommes des francophones d'Amérique. Et M. Legault, là-dessus, c'est la première fois que je pense, je l'entends parler de langue. Il me semble qu'à cet égard, vous devriez nous dire, vous, ce que vous allez faire pour vous assurer que le français reprenne ses lettres de noblesse. Alors, vous avez interpellé M. Charest et M. Legault. M. Charest m'avait demandé la parole, ensuite M. Legault. C'est intéressant de voir la chicane de famille entre M. Legault et Marois. Là, on apprend que M. Legault n'a jamais défendu la langue quand il était avec Mme Marois. On découvre ça ce soir. Il y a une chose que je veux dire. Quand Mme Marois cite et évoque la responsabilité que nous avons, c'est une très grande responsabilité pour le premier ministre du Québec de défendre la langue et notre culture. Et c'est une responsabilité auquel je crois profondément. Profondément. Et nous avons posé plusieurs gestes en ce sens-là, de telle sorte qu'on a réinvesti 75 de plus dans les fonds, par exemple, pour intégrer ceux qui sont des nouveaux arrivants au Québec. Nous posons les gestes. Il faudra toujours être vigilant sur cette question-là. Et ce soir, je réitère l'engagement que prennent tous les premiers ministres du Québec de faire en sorte que nous défendons notre langue et notre culture. Monsieur Legault. Oui. Madame Marois, on n'a pas besoin d'être souverainiste pour être amoureux de notre langue. On va, avec un gouvernement de la Coalition Avenir Québec, s'assurer qu'il y aura le personnel suffisant à l'Office québécois de la langue française pour qu'on respecte la loi 101. C'était difficile dans l'histoire du Québec. Vous voulez tout chambouler ça. On a eu la loi 22, la loi 63. On a atteint un certain consensus avec la loi 101. Un gouvernement de la Coalition va s'assurer qu'elle soit respectée comme langue de travail. Mais on n'ira pas jusqu'où vous voulez, c'est-à-dire vous éliminerez pas les écoles passerelles. Vous n'appliquerez pas la loi 101 oui, on était très clair, Mme Marois, on était très clair. Les écoles passerelles, c'est inacceptable. C'est pas le principe de la loi 101. Donc, on va les interdire. Mme Marois, on va défendre la loi 101. On va défendre notre culture. On va investir pour que nos artistes rayonnent dans nos écoles, à l'étranger. On n'a pas besoin d'être souverainiste pour être amoureux de notre culture, de notre langue puis du Québec. Vous n'avez pas le monopole. Vous n'avez pas le monopole de l'amour du Québec. On a besoin d'être souverain, cependant, pour que la Cour suprême cesse de charcuter nos droits, cesse de faire en sorte qu'au Québec, ça ne peut pas se passer en français partout, entre autres dans toutes les entreprises à charte fédérale. Vous voulez attendre le grand soir avant d'agir. Madame David et ensuite M. Charest, parce qu'il reste 1 minute à ce débat. Madame David, 30 secondes. On a surtout besoin de l'indépendance, de la souveraineté du Québec. On a surtout besoin d'un pays parce que c'est la façon ultime de la protéger, cette langue. On en a besoin pour nous. On en a besoin pour prendre en main
toute notre destinée, que ce soit sur la langue, sur la culture, mais sur l'ensemble des questions. Et on a besoin d'une souveraineté qui est accompagnée d'un projet social. Il faut lui donner un contenu à cette souveraineté. Quant à la langue en particulier, nous croyons, nous, que la loi 101 doit être appliquée rigoureusement et surtout dans les milieux de travail. Les dernières secondes de ce débat, M. Charest. La loi 101 doit être appliquée. Ce que j'aime pas de Mme Marois, c'est qu'elle ne l'a pas dit ce soir, elle l'a bien caché. Elle veut dorénavant interdire à des adultes québécois de faire le choix de leur enseignement collégial dans la langue de leur choix. On n'est jamais allé là au Québec. Jamais, jamais. Ce serait, à mon avis, inacceptable. Et ça, c'est une des conséquences pour ceux qui sont tentés de voter pour Mme Marois. Il faut qu'ils sachent qu'elle est prête à poser ce geste-là. Alors, nous en sommes à vos déclarations de clôture déjà. Ce débat prend fin. Et votre dernier mot pour ce soir, Mme David. Oui. Si les sondeurs ont raison, le Québec aura pour la première fois de son histoire une femme première ministre. Plusieurs s'en réjouiront, mais ça ne suffira pas à répondre aux aspirations grandissantes des Québécoises et des Québécois pour un pays de justice. Le printemps érable nous a montré ce qu'un peuple uni peut accomplir, forcer un gouvernement à tenir des élections précipitées. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Vous, les jeunes qui rêvez d'égalité, vous, les familles qui demandez du soutien et du temps, vous, les amoureux d'Anticosti qui refusez le saccage annoncé, vous, les aînés qui réclamez une place dans la société, je vous invite à voter solidaire. Ainsi, le prochain gouvernement devra compter sur une opposition solide à gauche. Permettez-moi d'être votre porte-parole à l'Assemblée nationale. Ce sera pour moi vraiment un grand honneur. Merci, Mme David. M. Charest. Mesdames et messieurs, c'est vous qui allez choisir le 4 septembre prochain. Tout le respect que je dois à Mme David, ce n'est pas les sondeurs, c'est vous. Il y a eu beaucoup de bruit depuis le printemps dernier, beaucoup de manifestations. Les gens ont le droit de manifester, mais savez-vous quoi? Tous les Québécois, sans exception, auront le droit de parler le 4 septembre prochain. Que connaissons-nous de nos choix? Dans le cas de Mme Marois, ce qu'elle nous annonce, c'est que sa priorité, ça va être un référendum, ça va être de chicaner avec Ottawa, comme ses stratèges l'ont annoncé, alors que nous avons un contexte mondial qui est très incertain. Il faut mettre l'accent sur l'emploi et l'économie parce que c'est par l'économie et l'emploi qu'on se paye notre système de santé, d'éducation, les aînés, qu'on peut appuyer également les familles. Dans le cas de M. Legault, il veut mettre à pied les gens à Hydro-Québec, dans les agences de santé, dans les commissions scolaires. C'est un programme de chômage qui nous présente avec de la chicane. J'ai besoin de vous le 4 septembre prochain. J'ai besoin de tous les Québécois pour que nous puissions mettre l'accent sur la bonne priorité et continuer à faire progresser le Québec. Merci, M. Charest. À votre tour, M. Legault, de conclure. Si je me suis lancé en politique, c'est parce que je suis tanné de voir le Québec tourner en rond. Comme vous, j'ai été témoin de l'impuissance des deux vieux partis à régler nos problèmes. D'un côté, on a le Parti libéral de M. Charest, qui a les mains sales, qui a laissé la corruption s'infiltrer partout au Québec, qui n'a pas livré la marchandise depuis 9 ans. De l'autre côté, le Parti québécois de Mme Marois, qui a les mains attachées avec les purs et durs qui veulent une seule chose, une chicane référendaire. Pour une première fois, les gens vont avoir l'opportunité de voter pour un nouveau parti. Ils n'auront pas le choix entre la corruption et le référendum. Ils vont pouvoir voter pour un vrai changement, un parti qui a les mains propres, un parti qui a les mains libres, la coalition Avenir Québec, qui va faire le ménage, qui va relancer le Québec. Merci. Bonne soirée, tout le monde. Merci, M. Legault. Le mot de la fin, Mme Marois. Alors voilà, on y sommes. On a vu ce soir M. Legault se placer dans la continuité de M. Charest, adopter ces mêmes politiques fédéralistes, renoncer à ses convictions. Vous savez, il y a une autre façon de faire. Vous savez, toute ma vie politique, je me suis préparée à cette élection. Et je me présente à vous aujourd'hui comme je suis, avec mes forces, avec mon expérience, mais surtout avec mes convictions. J'ai réussi autour de moi une équipe exceptionnelle, intègre, capable de gouverner. Maintenant, c'est tous les Québécois que je veux rassembler pour notre langue, pour notre culture, pour notre économie, pour tout ce qui fait de nous, que nous sommes un peuple fier, capable de se prendre en main. Moi, je suis souverainiste. Mon équipe est souverainiste. Il faut se tenir debout, défendre
notre projet de pays. Comme souverainistes, un jour, nous aurons le choix madame. de notre destin. Merci. Ce que je vous demande, c'est maintenant de choisir un Madame gouvernement. Marois. C'est à nous de choisir. Alors, les Québécois auront un choix le 4 septembre. Ce débat est terminé. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. Merci donc et bonne fin de campagne à vous tous. Vous allez certainement reprendre la route. Merci, Emmanuel, d'avoir été à mes côtés. Et merci à vous à la maison. Merci. Merci à vous à la beaucoup, maison. madame. Et bien sûr, nous espérons que le débat vous aura donné le meilleur éclairage possible pour le 4 septembre. Au revoir.